Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui nous regarde. Le verdict est tombé en silence. Sur l'estrade centrale du Triad Hall, trois juges Elidari planènent au-dessus d'une plateforme lumineuse, leurs robes pulsant d'une faible lumière bleue. Pas d'applaudissements, pas de mouvement, juste le poids d'un milliard d'yeux invisibles tandis que la phrase résonnait dans les étoiles. Au-dessus d'eux, un écran dézoomait sur une Terre en rotation lente, s'étendant au-delà de la Lune, puis de Mars, jusqu'à ce que le système solaire soit exposé, froid, étiqueté, oublié. Le chancelier Virel leva un membre, la salle s'immobilisant à son signal, sa voix tranchant le silence. Dans l'affaire de la désignation de sol, familièrement appelée Terre, ce haut tribunal, doté de toutes les attributions conférées par l'Alliance Elidari, juge l'espèce humaine catégoriquement instable, culturellement régressive et menaçante pour la paix galactique. Un murmure parcourut la salle. Le champ de la caméra s'élargit, révélant des spectateurs venus de dizaines de mondes. Certains hochèrent la tête avec une approbation suffisante, d'autres, plus neutres, chuchotèrent dans des langues inconnues. Mais personne ne protesta. Varel poursuivit, la voix glaciale. À compter de ce cycle, l'humanité sera placée sous gestion transitoire. Tous les moyens militaires seront démantelés. Le contrôle orbital sera transféré à la coalition. Le réétalonnage culturel débutera dans le cadre de la rotation standard. Dans les niveaux inférieurs de la chambre, un groupe d'Ultari éclata de rire. Avec des yeux chromés et des torses tissés de fils d'os et de soie, ils se poussèrent du coude, chuchotant des blagues dans leur langue maternelle. Derrière eux, un diplomate sulva, une créature élancée à la peau d'anguille et couronnée d'os, affichait un large sourire et se penchait vers son micro-traducteur. Ils brûlent encore du carburant dans des vaisseaux atmosphériques. Leur dernière guerre a été menée avec des métaux et de la combustion. Ce n'est pas de la suppression. C'est une mise à mort par compassion. Des rires s'ensuivirent. Un délégué de Zrak, dont la peau, semblable à une armure, claquait sous un rire étouffé, ajouta « Qu'ils gardent leur bâton. On en exposera peut-être un dans un musée. » La transmission fut momentanément coupée, puis reprit. Partout dans la galaxie, dans les avant-postes militaires, les stations orbitales, les centres civils et les plateformes commerciales, la même image était transmise. Un plan large de la salle du tribunal, suivi de la déclaration prononcée dans l'alphabet de chaque espèce. Mais sur Terre, le silence était différent. Le général Archer se tenait seul dans la galerie de commandement central sous Nouvelle-Genève, le centre stratégique souterrain creusé au plus profond de la plaque eurasienne. La lumière au-dessus de lui vacilla sur l'écran de transmission, tandis que les paroles du chancelier Varel terminaient leur boucle. Autour d'Archer, de jeunes officiers restaient assis, stupéfaits. Personne ne bougeait. Le major Keller, mince et au regard perçant, expira par le nez et murmura « Ils sont sérieux. Ils pensent vraiment que nous en avons fini. » Sur les réseaux terrestres, la transmission du tribunal était toujours diffusée. Dans les abris, les enfants serraient leurs couvertures tandis que des juges extraterrestres proclamèrent leur avenir. Depuis des centres de soins, des vétérans âgés observaient la scène, le regard attentif. Dans les stations orbitales au-dessus de Saturne, des mineurs civils se regardaient avec incrédulité. Dans un amphithéâtre de Luna Colony 4, un professeur d'histoire marqua une pause au milieu d'une phrase, s'assit lentement et fixa l'écran. Mais dans la salle de guerre, Archer ne sourcilla pas. Il regarda Varel prononcer le verdict une dernière fois, puis il fit un signe de tête au lieutenant Carson. « Mettez-le, dit-il. » Quelques secondes plus tard, toutes les chaînes, civiles, militaires, galactiques, furent piratées. L'écran clignota. Il n'y avait pas de son. Tout commença par des images anciennes, restaurées numériquement, déclassifiées la semaine précédente.
Une image en noir et blanc d'une escouade humaine infiltrant un avant-poste enneigé, silencieuse et mortelle. Puis un éclair. Un tir orbital s'abattant d'une ancienne plateforme satellite, vaporisant une croiseur d'un seul coup. Puis un bombardement à basse altitude dans le désert. Des véhicules à chenilles soulevant de la poussière, tandis que des soldats en armure adaptative sprintaient aux côtés d'essaims de drones, infiltrant une forteresse ennemie en 30 secondes chrono. Autre plan. Un drone caméra survolant les ruines du siège d'Europe. Glace brûlée, ponts aériens brisés, et un soldat solitaire tirant son capitaine blessé hors d'un couloir en train de s'effondrer avant que la structure entière n'explose derrière lui. Ensuite, des images thermiques des conflits arctiques. Des corps se déplaçant dans des tempêtes glaciales, formant des formations de flancs, exécutant des embuscades synchronisées contre des marcheurs blindés 2 fois plus gros qu'eux. Toujours aucun bruit. Puis le coup de feu retentit. Archer. Archer. Debout, en uniforme, vieux, buriné, authentique, sans filtre. Ses métaux étaient ternes, son col ample, le tissu usé par des décennies de commandement. Il ne prenait pas de pause. Il fixait l'objectif avec la précision froide d'un homme qui en avait trop vu et n'avait rien oublié. Calme, mesuré, un fantôme que la galaxie croyait enterré, qui lui rendait maintenant son regard. Vous auriez dû consulter nos archives. L'écran est devenu noir. 10 secondes se sont écoulées. Puis le chaos. Dans le flux d'opinion galactique, un flux en direct de commentaires, de votes et de réactions vues par des milliards de personnes, la chaîne a explosé dans une tempête d'incrédulité. « Est-ce que c'est une blague ?» a écrit un diplomate Khazari. Ce sont des enregistrements fabriqués. Oui, ces images de guerre datent de plusieurs siècles, a déclaré un analyste de la guilde de diffusion principale. Pourquoi y a-t-il un humain à l'écran? N'ont-ils pas disparu? Pour certaines espèces, ce n'était pas une question de rhétorique. Des générations entières avaient grandi en croyant que les humains n'étaient rien de plus que des récits édifiants et exagérés. Des mythes utilisés pour justifier les budgets militaires ou pour mettre en garde contre une ambition débridée. Dans les archives universitaires de la bordure médiane de la Terre, les coordonnées étaient considérées comme culturellement insignifiantes. Dans certains secteurs, même le nom Terra avait été remplacé par des étiquettes numériques, effacées du langage courant par des siècles de manipulation politique. Ils ne peuvent même pas franchir la distorsion, n'est-ce pas? Mais le silence reprit le dessus. Ce silence qui se propage non pas par confusion, mais par une terreur rampante. Chez les Varnari, une race d'archivistes insectoïdes réputés pour leur logique impassible, un représentant a mis fin à leur flux public sans un mot. La Confédération de l'Oural, une espèce de tacticien cristallin, a émis une demande d'accès confidentiel au registre militaire complet de la Terre, mais a découvert que tous les liens étaient verrouillés ou brouillés. Ils ont tenté une seconde approche, interrogeant les archives de guerre des conflits par procuration dans les systèmes non alignés. Tous les résultats ont été nuls. Leurs analystes ont tiré une seule conclusion. Une dissimulation délibérée. Les humains n'avaient pas seulement été oubliés, ils avaient effacé leurs traces. En orbite autour de Kepler 92, un commandant avant-corps regarda la vidéo 3 fois avant de murmurer à son adjudant. « J'ai servi pendant la guerre des Élidari de 842, et ces tactiques, ce n'étaient pas des simulations. C'était de la mémoire musculaire. » Dans la salle des triades, l'expression du chancelier Virel resta inchangée. Mais ses photophores s'assombrirent l'espace d'un instant, une réaction nerveuse visible pour ceux qui savaient. La déchiffrer. À l'intérieur de la galerie du commandement de la Terre, un mouvement silencieux s'est produit dans la salle. Les officiers donnaient des ordres, transmettaient des messages. Personne ne criait, personne ne riait, juste de l'action, comme si le verdict était attendu,
comme si la réponse avait été répétée. Dans un abri de niveau inférieur, une enseignante s'est tournée vers sa classe sans rien dire, se contentant de porter un doigt à ses lèvres, exigeant le silence. Les enfants obéirent sans poser de questions. Certains se redressèrent. L'un serra son jouet plus fort, comme s'il comprenait soudain ce que signifiait venir de la Terre. Sur la base lunaire, un lieutenant à la retraite frappa dans ses mains et boita vers l'armurerie. Dans les colonies martiennes, les ouvriers commencèrent à sceller les voies du tramway avec des gestes répétés. Ni pressés, ni frénétiques. Programmés. Le général Archer resta sur place quelques secondes encore. Puis il reprit la parole. Cette fois, seulement à son état-major. « Ils pensent avoir enfoncé une porte, dit-il. Montrons-leur ce qui les attend. » Les couloirs sous New Geneva résonnaient encore de l'écho de la transmission, tandis que le passé refait surface. Calme, stable, inévitable. L'écho de la diffusion résonnait encore tandis que le passé commençait à refaire surface, silencieux, stable, inévitable. 830 ans plus tôt, au cœur même de l'administration de l'Alliance Elidari, une motion discrète avait été adoptée sans tambour ni trompette. La délégation Ratari, à l'apparence lisse et serpentine, avec son derme noir vitreux et ses rangées de vrilles bioluminescentes enroulées le long de son dos, avait soumis une proposition classifiée au consortium de sécurité. Une préoccupation psychologique concernant l'espèce désignée comme humaine de type 3 d'origine solaire. Superflu, obsolète, émotionnellement instable, avait déclaré le diplomate Ratari. Il s'appelait Sorek et, contrairement à ses pairs, il n'élevait jamais la voix ni ne recherchait les éloges. Leurs archives témoignent d'un comportement de domination primitif et d'une propension à l'agression rapide. Nous devons veiller à ce que leurs capacités soient contextualisées de manière appropriée. Personne n'a émis d'objection. Les Sulvar voulaient détourner l'attention des soulèvements internes. Les Oltari aspiraient à un nouveau levier électoral. Les Elidari craignaient simplement les troubles. Et c'est ainsi que tout a commencé. La réduction systématique de l'histoire humaine. Des siècles de journaux de guerre furent requalifiés de mythes. Les archives tactiques furent considérées comme des études de simulation. Les dossiers les plus profonds furent reclassés sous la rubrique Mythologies restreinte. L'accès aux enquêtes nécessitait 10 niveaux d'habilitation, et aucun n'était jamais accordé. Des campagnes militaires entières, de l'effondrement orbital au-dessus de Phobos, au siège d'Arcturus, furent réduites à l'état de notes de bas de page. Même le nom de commandement terran fut remplacé par des appellations génériques comme cellules de défense, localisées 264. Au XIIIe siècle, les alliés de la Terre les désignaient au passé. L'effacement n'était pas seulement autorisé, il était encouragé. Ce qui ne pouvait être effacé était enterré. Ce qui ne pouvait l'être était tourné en dérision. L'étape suivante des Rataris fut silencieuse, chirurgicale. Ils recrutèrent les Xénadlel, des métamorphes nomades. Sans monde natal, les Xénadlel avaient survécu pendant des millénaires en vendant leurs services aux plus offrants. Leur forme par défaut ressemblait à un insecte amphibie. Un crâne allongé, 4 yeux noirs réfléchissants et une peau translucide qui scintillait faiblement au repos. Mais ils restaient montés rarement longtemps à l'état naturel. Espions par culture, observateurs par biologie. Lors de la mission Sol, 50 d'entre eux furent déployés. Leur mission était simple. Mélanger, observer, rapporter. Erol était l'un d'eux. Il arriva sur Terre pendant la période de reconstruction, assumant le rôle d'analyste de données intégré à l'Union technique d'Afrique de l'Est. D'autres furent intégrés aux conseils universitaires, aux syndicats maritimes, aux registres de mariage et aux annuaires des spatioportes. Ils devinrent musiciens, soudeurs, professeurs. L'un d'eux devint barman dans la ville frontalière martienne de Kaladesh pendant 36 ans. L'un d'eux devint barman dans la ville frontalière martienne de Kaladesh pendant 36 ans.
Aucun d'eux ne découvrit jamais la clandestinité jusqu'à ce que certains le fassent. La rupture commença discrètement. Errol s'était lié d'amitié avec un linguiste humain nommé Daniel Croft, un vétéran de l'armée de l'air devenu ambassadeur culturel. Ils se disputaient constamment, riaient, passaient les vacances ensemble. Lorsque Croft fut diagnostiqué d'une dégénérescence neurale, Errol resta assis à son chevet pendant 5 jours. Croft mourut en serrant la main d'Errol, murmurant des remerciements à un homme qui n'avait jamais existé. Errol resta immobile. Et quelque chose de profond, d'ancien, d'innommable se brisa. Un autre Xenadlel nommé Shin, intégré comme ingénieur en propulsion à Tycho Ridge, rendit son 6e rapport en retard. Puis il le siffla complètement. Yaris, se faisant passer pour une technicienne à bord de la station Relais Titan, désactiva son propre émetteur et laissa l'unité archivée. Elle n'expliqua jamais pourquoi. Lors d'une réunion privée dans une planque souterraine de Jakarta, 5 Xenadlel se réunirent autour d'une table basse. Aucun ne portait de déguisement. « Tu t'approches trop », siffla Tyral, l'un des puristes. « Nous n'avons pas été envoyés pour compatir. Nous sommes des observateurs. » Le regard d'Errol ne bougea pas. « Non, vous avez été envoyés pour obéir aux ordres. Moi, j'ai été envoyé pour comprendre. Et je l'ai fait. » Les membres de Tyral se contractèrent avec inquiétude, se tenant sur la défensive. « Tu te laisses prendre, je les reconnais, » répondit Errol. « Quelque chose que tu refuses de faire. » Le silence retomba dans la salle. S'ensuivit une cascade de décisions silencieuses. Pas coordonnées. Pas ordonnées. Juste choisies. 12 Xanadlel ont complètement coupé leurs alimentations. Pas ordonnées. Juste choisies. 12 Xanadlel ont complètement coupé leurs alimentations. 5 se sont mariés. 9 ont eu des enfants, qui seraient plus tard porteurs de mélanges génétiques que personne n'avait jamais documentés. Certains ont disparu. D'autres, pour la première fois, sont entrés ouvertement dans des avant-postes militaires terriens et ont retiré leur déguisement. Lors d'une de ces réunions, au cœur de la base avancée des Andes, le général César Brenner, un vétéran trapu à la barbe argentée de la dernière incursion d'Orion, se tenait face à Errol, désormais sous sa véritable forme. Le silence se fit, tandis que l'extraterrestre hésitait. Brenner ne bougea pas. Il tendit simplement la main. « Soit tu es déjà l'un des nôtres, » dit-il, « soit tu n'as pas compris ce que signifie être humain. » Errol regarda la main. Pas d'armes, pas de puce de données, juste de la confiance. Puis il la prit et ne la lâcha plus. Quelques jours plus tard, le premier transfert de données eut lieu. Un système de camouflage hybride construit à partir de séquençages biomimétiques superposés à des champs de perturbations quantiques. Pas seulement l'invisibilité, une disparition réfractive totale. C'était un cadeau et un avertissement. Bientôt, Errol et 2 autres Xenodlel se présentèrent sans devant le général Archer et son commandement intérieur. Le briefing fut bref. « Ils viendront, » dit Errol. « Mais pas seuls. L'influence des Rataris s'est accrue au sein de l'Alliance. Ils rallieront d'autres troupes pour attaquer avec eux. » Le général Archer se renversa dans son fauteuil, le regard sombre. « Que croiront-ils de nous ?» répondit Errol sans sourciller. « Que vous êtes fracturé, non évolué, désespéré. » Archer hocha brièvement la tête. « Ça marchera. » Les humains exposèrent leur stratégie. Les Xenodlel remettraient leur rapport final à l'Alliance, mais sans aucune coopération post-alliance, sans révéler la technologie hybride ni la doctrine de combat active que l'humanité avait perfectionnée au fil des siècles. Le faux rapport fut préparé. Aux échelons supérieurs du commandement de l'Alliance, la réaction fut immédiate. L'envoyé Ratari Sorek s'en saisit, se présentant devant le Grand Conseil et frappant le parchemin de données de ses vrilles. Ils accélèrent le développement en secret. Il s'agit d'une violation du traité, d'une menace pour l'équilibre interstellaire. J'appelle à une résolution énergique. Les Sulvars ont appuyé les Ultari
suivis même par les Hésaris passifs qui ont acquiescé, soucieux d'éviter d'être qualifiés de faibles. En une semaine, l'autorisation a été accordée. 3 flottes ont été convoquées, chacune provenant d'un cadran différent, chacune composée d'espèces connues non pour leur intelligence mais pour leur agressivité. Les Vokars, dont les cuirassés exosquelettiques n'ont jamais négocié. Les Kol-Sul, dont les respirateurs de méthane tiraient sur des fréquences civiles sans distinction. Et les Skriari, une espèce fanatique qui considérait la physiologie humaine comme un affront à l'ordre naturel. Depuis le balcon de commandement du réseau orbital oriental de la Terre, le général Archer observait les journaux de transmission s'envoler. La guerre approchait. Dans l'ombre à côté de lui, Errol resta silencieux. Ils pensent qu'ils viennent pour nous écraser, dit Archer sans tourner la tête. Mais ils entrent au cœur de quelque chose qu'ils n'ont jamais appris à comprendre. Errol parla enfin, à voix basse. Ils pensent qu'ils viennent pour vous détruire. Il leva les yeux vers le ciel nocturne, la toile noire entre les étoiles. Ils n'envahissent pas, dit-il. Ils arrivent, pile à l'heure. La première flotte traversa l'orbite de Neptune en déploiement de combat maximal, ses moteurs vrombissant comme des comètes derrière des rangées de cuirassés exosquelettes. Les Vokars menaient à tête l'avant-garde, d'imposants vaisseaux forgés d'alliages organiques, hérissés de membres d'armes articulées et flanqués de nuées de vaisseaux parasites plus petits. Leur vaisseau amiral, la lance de Katoran, se déplaçait avec l'élan d'un continent en chute libre. Son commandant, une masse grotesque de muscles plaqués nommé Rojatan, diffusait un seul mot sur un canal ouvert. Soumission. Il n'y eut aucune réponse. La seconde flotte entra quelques instants plus tard, par un vecteur distinct, plus loin dans le système. Les transporteurs d'essence Kol-Sul pulsaient des jets de méthane, leurs coques segmentées et recouvertes d'écailles, chaque vaisseau étant conçu pour percer l'atmosphère et écraser les planètes. Les intercepteurs Skriari se déplaçaient comme des poignards entre eux, engins élégants d'obsidienne, sans propulsion ni équipage visible, comme s'ils avaient grandi plutôt que d'être construits. Toujours aucune réponse. Les commandants extraterrestres s'attendaient à une résistance, à des représailles. Ce qu'ils trouvèrent fut rien. Aucun satellite défensif ne pivota en position de tir. Aucune balise d'alerte ne jaillit des anneaux planétaires. Aucun chasseur n'émergea de la ceinture d'astéroïdes. Le système qui était ouvert, fréquence de diffusion inactive, capteur de proximité actif, mais non protégé. C'était comme si les humains avaient oublié comment se défendre. Rojatan bredouilla, incrédule. « On ne nous défie même pas », cracha-t-il. Leur grille orbitale est plongée dans l'obscurité. Frappons maintenant. Brûlons leur lune et paralysons leur planète natale avant qu'elle ne s'agite. L'ordre fut donné. Les flottes avancèrent. Elles passèrent Mars, puis le système cligna des yeux une seule fois, un scintillement sur la télémétrie longue portée, un léger retard dans les champs d'écho magnétiques. La plupart des capitaines l'ignorèrent. Ceux qui ne l'avaient pas fait étaient déjà morts. Le premier croiseur Vokar se désintégra sans prévenir, intact un instant, puis réduit à l'état de masse explosive et de feu ionique. La détonation déchira 2 intercepteurs et détruisit le dispositif avant d'une frégate de commandement. Quelques secondes plus tard, 4 autres disparurent simultanément. Plus de projectiles, plus de points de départ, juste un effacement. Les commandants de Kol-Sul paniquèrent, ordonnant des balayages de spectres et des triangulations d'impulsion. Leurs signaux n'atteignirent aucune cible, car il n'y avait rien à détecter. Pas de moteur, pas de traînée d'énergie, juste des résultats. Au-dessus de Saturne, des tours enfouies dans la voûte nuageuse de méthane commencèrent à s'éveiller. D'imposants barils d'accélérateurs à plasma silencieux, longtemps considérés comme des stations météorologiques, se déployèrent telles des fleurs épanouies. Ils tirèrent en séquence,
Des arcs horizontaux de chaleur comprimée transperçant des dizaines de vaisseaux aux géométries parfaites. Une frégate Scriari tentant un vecteur de retraite disparu en pleine combustion. Aucun débris à bord. La lance de Katoran. Rogitan hurla pour une retraite complète. Sa voix de commandement se brouilla sur plusieurs bandes. Ils sont masqués. Il hurla. Ils sont invisibles. Invisibles. La deuxième flotte tenta de se disperser. Les Scriari se sont précipités dans l'espace réfractif, tentant des sauts micro-pliés, mais leurs pointes de sortie se sont effondrées en pleine transition, provoquant de violentes implosions qui ont déformé des pans entiers de la gravité locale. Les Coulsuls se sont repliés vers leurs propres porteurs, se ralliant en formation. Ils ont lancé des ogives cinétiques, espérant saturer l'espace local. Une erreur s'est produite. La ceinture d'astéroïdes a réagi. Des morceaux de roches apparemment inertes ont fait exploser des champs d'éclats magnétiques et des mines à contre-impulsion ont illuminé l'espace entre Mars et Jupiter, décimant la moitié de la planète. Leur formation s'est dissipée en moins d'1 minute. Ceux qui ont survécu ont pris la fuite en pleine flamme. À bord du Turvam, le chef de guerre Kolsul Hratvor, une créature amphibie à capuche avec des crêtes pâles en éventail le long de sa tête, regardait ses écrans s'assombrir au rouge. « Ce n'est pas de la résistance », murmura Hratvor en fixant les ruines de sa flotte. « C'est un protocole d'extinction et ce n'est pas nous qui le gérons. » Puis il coupa le flux de commande. Retour à la salle de guerre. Aucune lumière ne clignotait. Aucune voix ne s'élevait. Le général Archer se tenait debout, les bras croisés, l'expression indéchiffrable, regardant les rapports d'engagement défiler sur le mur latéral en un texte silencieux. L'air sentait l'ozone et le café rassis. Derrière lui, le lieutenant Sa utilisait un stylet pour comparer les horodatages avec les fenêtres de mouvement. « Ils battent en retraite », dit Sa d'une voix neutre. « Ils n'ont jamais avancé », répondit Archer. Personne ne demanda confirmation. Le piège s'était déclenché des heures auparavant. Le colonel Trent, un homme nerveux aux yeux cernés et au froncement de sourcils permanents, s'avança. Nous récupérons des survivants isolés des 2 flottes, des vecteurs dispersés convergeant vers le point de grille θ5. Ils retournent en boitant vers la 3e, dit Archer. Laissez-les faire. Il ne sourit pas. Il se tourna simplement vers le mur. De retour dans l'espace lointain, les vestiges des première et deuxième flottes titubaient vers les coordonnées de rendez-vous. 17 vaisseaux au total, sur près de 300. Les autres n'étaient qu'en que vapeur, débris ou tournoyaient encore silencieusement dans des pièges gravitationnels. Communication coupée, navigation bloquée. Certains capitaines avaient déjà déclenché l'autodestruction plutôt que d'être récupérés. Les survivants atteignirent θ5, une étendue froide et vide, près du bord de Kuiper. Là, ils furent accueillis par la 3e flotte. Contrairement aux autres, les Ratari n'avaient pas avancé. Ils n'avaient pas tiré un seul coup de feu. Leur formation restait statique. Leurs armes étaient éteintes, leurs coques froides et illisibles. Des dizaines de navires, sinueux et sombres, en forme de prédateurs enroulés, dérivaient en un déploiement calme et stable. Sorek se tenait sur l'estrade de commandement de l'Enshorvar, les yeux mi-clos, ses vrilles se crispant doucement dans ses pensées. Il observa les survivants approcher, surveilla leur transmission et perçut la peur dans chaque rapport coupé. Précision. Aucune source. Satellites déguisés en débris. Système invisible. Détonation à distance. La flotte entière disparut dans silence. Il ne dit rien. À côté de lui, l'officier des communications, un Ratari plus petit et aux lumières pâles sur la colonne vertébrale, demanda « On se repositionne ?» Sorek ouvrit enfin les yeux. « Non, c'était prévu. » L'officier hésita. « L'attaque ? La réaction, » corrigea Sorek. Ils avaient besoin d'une démonstration. Ils la firent. Derrière eux,
L'un des survivants Skriari diffusa une demande de fusion de flotte. Un autre envoya un rapport partiel des pertes au combat. Sorek hocha la tête, leur laissant croire que c'était tout. Il se retourna, descendit de l'estrade et activa une console scellée. À l'intérieur, des projections schématiques de satellites, de bouées de communication et de systèmes de grille orbitale tournaient silencieusement. En leur sein se trouvaient les véritables outils. Des drones camouflés, des trames de données creuses, des clusters de virus. « Laissons-les croire que c'est fini, dit-il. La vraie guerre n'est pas dans leur ciel. Elle est déjà à l'intérieur de leur système. » Au lendemain du massacre sur Jupiter, le silence revint sur le système, exactement comme prévu. Mais la vague suivante n'était pas armée. Le premier drone arriva froid, dérivant avec un transpondeur hors service et un blindage brûlé par des fragments. Sa coque portait les fausses cicatrices d'une corvette Colsul fracassée, tordue et irradiée comme si elle avait survécu de justesse au massacre sur Jupiter. Il dégringola le long d'un couloir de débris naturels et s'accrocha silencieusement au nœud relais K-21, un satellite de communication en orbite au-dessus de la face cachée de la Terre. 3 secondes plus tard, le nœud cessa d'émettre. Aucune alerte ne fut déclenchée. 2 heures après la bataille, des dizaines d'autres arrivèrent. Ils s'enfoncèrent dans des orbites décroissantes ou planèrent dans l'ombre planétaire, reproduisant à la milliseconde près les trajectoires des débris. Leur noyau transportait la logique d'infiltration Ratari. Des virus codés, des disrupteurs d'impulsion superposés et redondants, chacun fonctionnant selon un principe unique, restaient inaperçus jusqu'à leur intégration. Lorsqu'ils étaient activés, ils n'étaient jamais bruyants. Un drone minier hors service près de l'anneau extérieur de Titan clignotait en rouge, transmettait une mise à jour logicielle falsifiée au réseau de navigation civile, puis s'auto-immolait, dispersant des fragments avec des boucles de relais intégrées qui détournaient la bouée de défense la plus proche. Les voies orbitales commencèrent à changer, lentement d'abord, puis de manière imprévisible. Puis les voies disparurent. Retour à la salle de guerre. Perte de contact avec le secteur 6, rapporta le lieutenant Saw d'un ton plus sec que d'habitude. Confirmation de la perte des signaux d'attache des avant-postes du côté martien. Le général Archer ne bougea pas. Ses yeux étaient rivés sur le mur d'affichage central. Des rangées de flux cryptés, clignotant maintenant de manière irrégulière, certains s'éteignant en cours de cycle. Le colonel Trent prit la parole, la voix sèche. Nous constatons des coupures partielles sur les bandes de relais. Les stations sont toujours actives, mais elles ne répondent pas aux requêtes. Nous avons dû passer à la triangulation de secours. Le major Edros, officier logistique du commandement Europe, s'avança. Monsieur, les liaisons montantes principales étant coupées, nous sommes aveugles sur 3 secteurs. Les communications longue portée ne parviennent pas à pénétrer les cycles de chiffrement de secours assez rapidement. Les relais tactiques se fragmentent. Un tremblement de silence parcourut la pièce. Puis arriva le premier rapport sonore. La station Leonov est plongée dans le noir. Archer tourna la tête. Répétez. Leonov, nous avons perdu la télémétrie. Archer tourna la tête. Répétez. Leonov, nous avons perdu la télémétrie et la signature thermique à 5 secondes d'intervalle. À l'écran, le schéma de Mars s'est mis à jour en temps réel. Un X rouge clignotait à l'endroit où Leonov avait orbité pendant plus de 600 ans. Autrefois fierté du premier véritable commandement orbital terrestre, Leonov avait survécu à la mutinerie de Kuiper, au blocus de Vénus et aux émeutes de la partition solaire. Maintenant, il avait disparu, sans même un cri. Le système ne le pleurait même pas. Une seule lumière s'éteignit. Une seconde plus tard, le flux reprenait. Une rediffusion image par image montrait le réseau électrique de la station vacillant. Puis, sans prévenir, une vague de chaleur interne, atteignant des pics rapides et importants. La séparation de la coque eut lieu 3 millisecondes plus tard. Pas de tir. Pas de traces d'armes. Juste un échec.
Le lieutenant Sa leva les yeux. Aucune capsule de sauvetage ne fut lancée. La voix de Trent baissa. Combien étaient à bord? Edros déglutit. En 12. Surtout des agents administratifs. 9 officiers d'active. Personne ne parla. Dans le silence, la pression changea. Archer s'avança. Sa voix était calme. Verrouiller les nœuds de commandement restants. Isoler les systèmes de navigation interne. Je veux que les relais de délai soient réactivés et confirmés. Tout ce qui n'est pas câblé est désormais compromis. Ça répondit immédiatement, saisissant des commandes à la vitesse de l'éclair. Trent regarda Archer. Et si ce n'était que le début? Archer ne répondit pas. Il désigna la grille tactique. Cartographier chaque panne de relais, dessiner des schémas, trouver la source. Un technicien a appelé depuis la banque arrière. Monsieur, les voies de communication entre vaisseaux entre Neptune et Saturne ne sont plus synchronisées avec les alignements de la grille. Les unités sur ces voies signalent des corrections manuelles. Ce qui signifie, demanda Trent, que la navigation est défaillante. Ce qui signifie, demanda Trent, que la navigation est défaillante. De retour en orbite, la 4e victime s'est produite. Le Nereus Dawn, un vaisseau hôpital de retour du front de Saturne, a dévié de 5 degrés de son alignement et est entré en collision à faible vitesse avec un cargo de carburant civil. Le système d'alerte s'est déclenché trop tard. Les 2 vaisseaux ont explosé dans une chaîne silencieuse d'éclairs à travers le vide, dispersant des débris enflammés dans l'obscurité. En quelques minutes, 2 autres destroyers de moyenne portée disparurent. L'un fut écrasé par une fronde gravitationnelle mal calculée. L'autre fut dirigé vers une poche d'écho en zone morte où les signaux furent complètement interrompus. Le secteur 7 perdit toute visibilité. Retour à la salle de guerre. Le colonel Trent se mit au garde-à-vous. Nous avons perdu les communications avec l'unité Hammerfall en orbite lunaire. Parasite sur toutes les bandes. Le major Edras s'avança, affichant les données sur un écran secondaire. Des grilles de défense secondaires nous bloquaient l'accès. Plusieurs nœuds signalaient des commandes fantômes de neutralisation. Nous essayons de reprendre le contrôle, mais le micro-logiciel évolue plus vite que nous ne pouvons le corriger. Le lieutenant Sa interrompit sa séquence. Monsieur, je pense que c'est coordonné. Effondrement simultané des niveaux de commandement, de navigation et de repli. Ce n'est pas de la fragmentation, c'est de l'infiltration. Un jeune officier dans un coin, le lieutenant Park, se détourna de son poste. Son visage était pâle. Nous sommes attaqués. Un silence glacial s'abattit. Cette fois, même Archer resta silencieux pendant un long moment. Puis, avec un calme mesuré, il regarda la table. Début du confinement. Trent intervint. Avec quel vecteur? Archer ne broncha pas. Commande locale. Confirmation visuelle uniquement. Pas d'interface à distance. Pas de liaison montante. Nous opérons à l'aveugle s'il le faut. Sor leva les yeux. Monsieur, nous ne savons même pas d'où ça vient. Je n'ai pas besoin de savoir d'où, dit Archer. J'ai besoin de savoir ce qu'il nous reste. Autour de lui, la salle de guerre s'activait, lentement, comme sous pression, mais avec constance. La carte était plus rouge, plus silencieuse. Hors de l'atmosphère, dans l'ombre de Mars, la dernière vidéo d'un drone de défense capta une seule image avant de disparaître. Un nuage de débris en forme de coque de croiseur s'ouvrait comme une fleur, expulsant des milliers de micro-unités dans la couche orbitale de la tombe de Leonov. Il n'a transmis aucune signature. Ce n'était pas nécessaire. Archer fixait le tableau qui s'assombrissait, à voix basse. Extraire les protocoles Black Echo des archives. Je veux que tous les groupements tactiques survivants soient placés sous l'autorité locale, sans dépendance. Supposons que tous les systèmes de haut niveau soient compromis. Monsieur? Demanda prudemment Edros. Est-ce le scénario de secours? Archer ne quitta pas l'écran du regard. On y est. Au fond, quelqu'un murmura. On y est. Au fond, quelqu'un murmura.
Ça recommence. Personne ne répondit. Mais à cet instant, tous les hommes présents se souvinrent des histoires de guerres précédentes, celles qui n'étaient pas consignées dans les archives publiques, celles racontées par des hommes qui se réveillaient en hurlant la nuit sans jamais expliquer pourquoi. La ligne craquait. L'humanité était de nouveau en guerre, mais pas dans la gloire ni avec fierté. Cette fois, ils étaient seuls, et l'obscurité n'était plus un vide. Tandis que le commandement s'enfermait dans un confinement aveugle et un blackout général, loin de la salle de guerre, dans les couloirs défoncés de Phobos, une lueur de résistance s'éveilla. Les portes pressurisées claquèrent derrière eux, tandis que les lumières du couloir s'éteignaient au rouge d'urgence. Le lieutenant Mauro Vasquez se baissa sous un conduit crépitant, son fusil en bandoulière. La station Phobos Delta 3 était en chute libre, s'alternant sporadiquement, la gravité se déplaçant par à-coups. Autour de lui, 4 autres membres d'EcoCell se tenaient en formation. 2 marines, un ingénieur système, et le 4e, une silhouette silencieuse vêtue d'une longue cape, voûtée par une brûlure au plasma à l'épaule. Errol. L'agent Xenadlel trébucha, sa peau passant de couleur de stress à des nuances pitées de vert translucide et de bronze fracturé. Vasquez le saisit par le bras. « Continuez à avancer », dit le lieutenant, plus pour l'équipe que pour lui-même. Ils étaient coupés du monde depuis 40 heures. Pas de liaison montante, pas de signal tactique, aucune confirmation de survie au-delà de leur propre compteur d'oxygène. Mais le relais analogique enfoui sous le régolithe de Phobos, un ancien répéteur magnétique datant du début de la colonisation lunaire, avait émis 2 impulsions. Faibles, mais vivantes. Ils coururent donc vers lui. Un tremblement parcourut la station. Les cloisons grondèrent. Les lumières clignotèrent. Puis vint le bruit. Du métal contre du métal. Lointain et rapide. Des bourdonnements. « Scellez-le derrière !» hurla le caporal Don en se retournant pour souder une porte coulissante. Avant que la torche ne soit terminée, le premier drone fit une brèche. Il tomba d'une trappe de maintenance au-dessus, en forme d'arachnide squelettique, blindé de plaques de carbone, ses 6 membres fléchissant en un arc de cercle. Il se verrouilla sur la signature thermique et bondit. Vasquez dégaina son arme de poing et tira 2 fois. La première balle rebondit. La seconde toucha le groupe de capteurs. Errol bougeait déjà malgré la brûlure, modifiant la forme de ses membres à mi-chemin, enfonçant une pointe de chitine durcie directement dans le cœur du drone. Il convulsa et mourut. Don referma le seau. Le silence retomba dans le passage. Ils atteignirent la chambre relais 12 minutes plus tard. Il faisait sombre et froid. La chambre était restée en sommeil pendant 2 siècles. La poussière flottant en amas léger. Au centre, une bobine manuelle. 3 anneaux de cuivre reliés à un moteur à impulsion magnétique qui n'avait pas été activé depuis la préunification. L'ingénieur Rajit Patel s'agenouilla près de la console. Nous avons un champ résiduel dans la bobine principale. Si je peux m'enraciner depuis la couche thermique et déclencher une impulsion, nous pouvons envoyer un signal analogique à courte portée. Bande passante analogique cryptée. Aucun risque d'interception numérique. Vasquez hocha la tête. Fais-le, Sil. Errol s'assit près d'un mur et expira lentement, sa peau prenant une teinte gris-bleu terne. Même si ça marche, dit-il, ils pourraient ne pas le reconnaître. Ils le feront, répondit Vasquez. C'est assez vieux. Patel détourna le courant. Des étincelles jaillirent. Il frappa un interrupteur du coude et verrouilla le condensateur. L'impulsion se fit entendre. 100 mètres plus haut, encastré dans un réseau externe en ruine, une antenne oubliée s'illumina en vert pour la première fois depuis des générations. Vert pour la première fois depuis des générations. Le signal a bondi. Pas loin, mais suffisamment. De retour en orbite, un drone Rathari tournant au-dessus de Phobos a reçu des commandes de navigation contradictoires. Il s'est arrêté en plein vol, s'est recalibré et a explosé,
son noyau de commande ayant reçu une impulsion de polarité inversée depuis l'intérieur de la station. En bas, Errol a levé la tête. Ils écoutent. Une seconde plus tard, tous les drones dans un rayon de 2 km commencèrent à se déplacer de manière erratique. Certains virevoltèrent, d'autres s'enfoncèrent dans la roche, d'autres s'immobilisèrent tout simplement. « Sabotage réussi », marmonna Patel. « On est libre pour 7 minutes. »« Bien, dit Vasquez. Finissons-en. » Ils traversèrent le puits, de maintenance détruit menant à l'anneau de contrôle C. La moitié du ring était dépressurisée, l'autre sous contrôle des drones. Ils travaillaient en silence, avançant à travers des couloirs vacillants et des consoles fondues. 3 drones les rejoignirent dans le couloir, plus rapides, plus récents, plus aérodynamiques. Ils frappèrent fort. Patel reçut un coup oblique à la jambe et s'écroula. Errol avança, interceptant une charge à mi-course. Le drone s'élança, fendant le flanc d'Errol. Vasquez se retourna au bruit de l'impact et vit le xénodèle s'effondrer, un bras écrasé sous lui, la moitié de son visage luisant d'électricité statique due au traumatisme. Il n'hésita pas. « À couvert !» hurla Vasquez en plongeant dans la zone de destruction. Il traîna Errol derrière un pilier, ignorant la brûlure sur son bras, là où un éclat l'avait atteint. « Tu es blessé !» grogna Errol. « Tu nous as protégés en secret pendant des siècles !» répondit Vasquez en rechargeant. « Maintenant, c'est notre tour. »« Tu risques ta vie, » dit l'alien. « Tu l'as déjà fait, » répliqua Vasquez. « Je te rends juste l'appareil. » Les drones restants se rapprochèrent, mais 2 éclairs bleus jaillirent du couloir latéral. Don et Patel reprirent le combat avec des éclairs improvisés, court-circuitant les 2 derniers drones à mi-saut. Le couloir se figea. Patel avança en boitant. Le groupe de contrôle de l'anneau C se trouvait à 50 mètres. Ils l'atteignirent. La commande manuelle prit 17 secondes. Irel, à peine debout, saisit de mémoire une chaîne de commande, une chaîne qu'il avait apprise 10 ans plus tôt, mais qu'il n'aurait jamais pensé utiliser. La boucle de sabotage s'est inversée. En orbite, 5 autres drones ont explosé. À travers le système, quelque chose a changé. Au plus profond de la mer de la tranquillité, un relais lunaire obsolète s'est activé. Son impulsion analogique a résonné à travers des câbles enterrés. Des relais longtemps considérés comme inactifs ont alors réagi près de l'anneau extérieur de Vénus. Puis un autre, venu de la croûte d'Europe. Le signal se propagea. Et ce n'était plus seulement Phobos. Sur une plateforme atmosphérique au-dessus de Saturne, un opérateur civil nommé Chen Liang se tenait à sa console, les yeux écarquillés. Un homme à côté de lui, un petit mécanicien chauve à la respiration inhabituellement lente, tapota 2 fois la console. Liang le regarda. Le corps de l'homme miroitait, ses yeux s'assombrissaient, sa peau se transformait. « Je m'active », dit doucement le xénodlel. « Protégez vos réacteurs. » Puis il disparut. Dans 6 autres sites du système, mines, laboratoires, plateformes de transport, les humains se tournèrent vers leurs collègues de longue date et les virent changer. Non pas en ennemis, mais en alliés. Chaque action rétablissait un battement de cœur, non une contre-attaque, une impulsion d'ordre. À chaque fois, aucune alarme ne retentit. Personne ne cria. Précision, timing, loyauté. Et à chaque console de contrôle, une fois le travail terminé, ils laissaient derrière eux la même chose. Un sceau gravé dans le métal, un symbole anguleux, comme un œil fracturé. Les Zénadlel n'avaient jamais signé leur travail auparavant. Maintenant, ils ne le faisaient pas en tant qu'infiltrés, mais en tant que camarades. Le tableau tactique clignota une fois, puis pulsa en rouge. Des zones se décalèrent. Une jaunâtre clignota en vert. Le colonel Trent s'avança. « Nous venons de rétablir le contact avec le réseau de relais lunaire. »« En avant !»« Nous venons de rétablir le contact avec le réseau de relais lunaire. » Les nœuds des autorités locales répondent depuis les secteurs de Phobos et de Vénus.
Le major Edros fixa le flux. Comment se fait-il que nous n'ayons rien envoyé? Archer. Il ne dit rien au début, puis, tandis que le tableau se recalibrait lentement, il se rapprocha. Ils étaient avec nous tout le temps, dit-il, attendant ce moment. Il ne sourit pas, mais pendant tout ce temps, dit-il, attendant ce moment. Il ne sourit pas, mais pour la première fois depuis des jours, il s'éloigna de l'écran. Tandis que la galaxie vacillait sous les lumières vacillantes et les signaux montant sur Phobos et Europe, rien ne bougeait au-delà du bord gelé de Neptune. Aucune transmission, aucune communication, aucune signature de vie. Juste le vide profond et un silence pesant. La véritable flotte humaine reposait là, dissimulée sous des couches de déflecteurs thermiques et de champs de réfraction. Alignée en formation concentrique si vaste qu'elle déformait Jenna à la dérive gravitationnelle locale. Cox recouverte d'une gaine hexagonale d'obsidienne, système fonctionnant à la fibre optique et relais de déclenchement magnétique. Ils dérivaient tels des monolithes sculptés, insensibles à tous les scans connus, mais vivants dans tous les domaines importants. Ils n'avaient aucun nom dans les registres publics, aucune balise d'identification visible, aucun relais de diffusion. En interne, le haut commandement l'appelait simplement Fossoyeur. De retour près de Saturne, la troisième flotte Ratari, imperturbable et intouchable jusqu'alors, observait les signaux montants provenant des zones reconquises avec une émotion indescriptible. Malaise. À bord de l'Enshorva, Sorek se tenait immobile, ses vrilles frémissant en pulsations microscopiques, tandis qu'il examinait un groupe d'anomalies de capteurs affichés en rouge doré sur le réseau principal. Le retour d'informations n'était pas spectaculaire. Distorsions à peine mesurables, variations de pression, incohérences dans les harmoniques gravitationnelles lointaines, mais ils se répétaient, réguliers, prévisibles, comme une respiration. Le commandant Ulatven, tacticien colessul de haut rang intégré à la flotte, s'agitait nerveusement dans son réservoir ambiant. Son corps translucide, branchial et large, vibrait de lumière de stress sur ses flancs. Ce même schéma, croissa Ulatven. 3 cycles maintenant. Ce n'est pas une dérive aléatoire. Sorek ne quitta pas les données du regard. Amplifier le dernier écho. Superposer au modèle de dérive stellaire connu. Un technicien obéit. À l'écran, les motifs se réalignèrent, non plus aléatoires. Ils étaient espacés, rythmés. Un autre Ritari, plus jeune, plus perspicace, se pencha vers la console. C'est une grille de mise en scène. Sorek parla enfin. Ou une flotte cachée dans l'un d'eux. Le silence suivit. Ulatven changea de nouveau de position. Nous avons vu leurs vaisseaux fantômes, des unités automatisées. Mais si ce sont des marionnettes, alors quelqu'un tient encore les ficelles, conclut Sorek. Il se tourna vers son chef des opérations. Lancement de sonde. Balayage complet du système extérieur. Recherche au-delà de Neptune. Axe vectoriel profond. L'ordre fut lancé. 8 sondes longue portée furent déployées depuis la flotte, filant à travers l'espace sur des rails silencieux. Aucune ne revint. 3 disparurent en plein saut. 2 émit des parasites, puis cessèrent. Une autre renvoya une image déformée. Une ombre, bien trop grande pour être un vaisseau, bloquait la lumière des étoiles sur un tiers de l'image. Puis le silence. Le centre de commandement de Ratari s'assombrit tandis que les lumières ambiantes s'atténuaient, signe silencieux de la perte. Pas d'alarme, juste des données brutes. Envoie une autre onde, ordonna Sarek, mais sa voix s'était apaisée. Uletven ne répondit pas. Ses yeux restèrent rivés sur l'écran. Le technicien à sa gauche murmura « Qu'est-ce qu'on rate ?» Puis vint le changement. Il commença par la gravité. Les capteurs ont détecté des anomalies à l'extrémité de leur réseau de surveillance. Ni chaleur, ni électromagnétique, juste une distorsion gravitationnelle, des ondes, des couches, des motifs d'interférence trop symétriques pour être naturels.
La masse du vaisseau, marmonna le physicien Ratari de service, Zoran Telk, en faisant clignoter ses feux de crête, confus. Ou planétaire. Non, trop localisé. Ça monte. Rien n'est visible, dit le jeune technicien en communication. Exactement, chuchota Zoran Telk. C'est bien là le problème. Puis l'un des vaisseaux bougea. Juste un tout petit peu. Juste assez pour perturber le champ gravitationnel dans son espace immédiat. Mais c'était suffisant. Encore un mouvement. Un autre. Puis un autre. 97 unités activèrent dans leur noyau simultanément. Impulsion de résonance à faible énergie. Pas d'armes. Pas de chaleur moteur. Juste une présence. Leur position devint réalité. La toile gravitationnelle vacilla, puis se stabilisa, désormais indéniablement déformée par des milliers d'objets massifs, invisibles à tous. La proie ne l'avait pas remarqué, mais le piège s'était déjà refermé. À bord de l'Enshorva, Sorek resta figé. Sont-ils humains demanda Ulatven. Sorek ne répondit pas. Le technicien fixa la projection recalibrée et dit « Il n'y a aucun signe de vie ». Un battement de cœur s'écoula. Les yeux d'Ulatven se plissèrent. Ceux que nous avons combattus n'étaient pas habités non plus. Aucun signal, dit le technicien. Aucune signature d'IA. Aucun flux neuronal. Juste une masse, une structure. Zorin Telk inspira brusquement, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas une flotte, dit-il. » Tout le monde se tourna pour regarder. « C'est une construction, poursuivit-il, les yeux écarquillés. Une structure unique, brisée en forme, telle une armure, une peau de navire. » Sorek s'avança, la voix plus froide qu'auparavant. « Préparez-vous à vous retirer. » « Maintenant !» L'officier de navigation saisit les coordonnées. Les moteurs allumèrent, les vecteurs de distorsion se bloquèrent. Et puis, plus rien. Le champ ne réagit pas. Pas de repli, pas de surtension. Les étoiles restèrent immobiles. L'univers les empêcha de partir. Les noyaux de sceaux clignotèrent en orange et devinrent inertes. « Gravelock, » dit le navigateur stupéfait. « Nous sommes pris. » « Comment ?» Ulatven craqua. « Pas d'encre? Pas de source gravitationnelle ?»« Ils y arrivent, » murmura Zorin Telk. « Le champ, il est artificiel. » La panique commença à s'insinuer dans le silence. Personne ne cria. Personne ne courut. Mais on le sentait sous la peau, derrière les yeux, tandis que la respiration de chaque officier devenait plus superficielle. Puis, au bord du champ, d'autres lumières apparurent. Ni vives, ni rapides. Juste de lentes pulsations tandis que les navires se révélaient, un par un. Des pulsations lentes résonnaient tandis que des vaisseaux se dévoilaient. Un à un. D'immenses silhouettes d'un noir profond, passant de l'invisibilité à la forme, formant la paroi extérieure d'une sphère, chaque vaisseau étant plus grand que tout ce qui avait jamais été enregistré. Ils n'avaient pas l'air construits. Ils semblaient déterrés, lents, intentionnels, comme des plaques tectoniques en rotation, non conçues pour la vitesse, mais pour la permanence. Sur l'Enshorva, Sorek fixait la projection centrale. L'équipage attendait sa réponse, mais il ne répondit pas. Sur l'un des ponts arrière, un officier subalterne des capteurs murmurait pour lui-même, les yeux fixés sur la carte de distorsion. « Ce n'est pas une erreur de lecture, » dit-il. Il se pencha en avant, la peau pâle. C'est une ombre. Et elle est vivante. Retour à la salle de guerre. Ni célébration, ni applaudissement. Juste une ligne de données clignotant sur l'écran. Toutes les unités confirmées. Synchronisation terminée. Toutes les unités confirmées. Synchronisation terminée. Le lieutenant Sa se tourna vers Archer. « Monsieur, intégrité de la flotte à 100%. Ils ne nous ont jamais vus. » Le colonel Trent se pencha. « Nous sommes dans leur puits. De gravité. Avantage vectoriel total.
Il était temps de viser chaque nœud, 0. Archer resta silencieux une seconde. Puis, quel est le statut? Les mains de S-Saw s'agitèrent rapidement. Tous les nœuds étaient verts. Capote maintenue. Réacteur amorcé. Solution de tir distribuée. Edros s'avança, le visage tendu mais ferme. Ils ne savent pas ce qu'ils regardent, monsieur. Archer marqua une pause. Silencieux. Bien, dit-il. Le voyant de communication pulsa. Il leva la main, mais ne la toucha pas. Autour de lui, le tableau s'illumina. Dehors, le Léviathan s'agita à un ordre près de transformer l'obscurité en feu. La carte ne clignota pas. Elle observait. Le voyant de commandement passa au vert. À l'intérieur du pont principal du Léviathan de l'UNS, vaisseau amiral de la flotte de guerre humaine cachée au-delà de Neptune, la salle de guerre s'anima. Le pont de commandement circulaire, enfoui sous 2 mètres de blindage renforcé et de blindage magnétique, était silencieux tandis que les étoiles commençaient à bouger. Le général Archer n'eut pas besoin de donner l'ordre à voix haute. Il baissa simplement la main. 10 000 vaisseaux de guerre répondirent. Du néant, la flotte humaine se déploya, tel un souvenir trop vaste pour rester enfoui. Pas d'un coup, mais par vagues. Les formations se déployèrent telles des lames tirées de gaines invisibles, se dévoilant selon des motifs synchronisés sur tous les axes de la grille. Des coques noires miroitèrent, leurs bords bordés d'un blindage magnétoréactif et d'une tessellation absorbant la furtivité. Les tourelles se verrouillèrent, les réacteurs à pleine puissance, les plaques de coque renforcées. Aucun vaisseau ne portait d'insigne, aucune fioriture. Juste une froide alerte. Les Rataris les virent trop tard. À bord de l'Enshorva, la panique finit par briser le confinement. « Nouveau contact !» hurla l'officier des communications. De multiples vecteurs, des signatures massives, dépassant les limites du protocole. « Combien ?» s'exclama Sorek, les vrilles rigides et recroquevillées sous sa robe. Le technicien balbutia. « Des milliers. » Monsieur a 10 000 vaisseaux. Il nous encercle. Le souffle de Zorantelk s'échappait de ses poches. Ce n'est pas une flotte de réponse. C'est une grille d'extinction. De l'autre côté du pont, des voix de commandement s'élevaient, superposées et désespérées. Ils se déploient dans un parfait piège hémisphérique. Nous ne pouvons pas rompre l'orbite. Il n'y a pas de vecteur de brèche. Ils sont partout. Ulatven nagea jusqu'au bord de son char de commandement, les yeux écarquillés et voilés. Nous étions aveugles depuis le début. Sur le Léviathan, Colonel Rhin s'approcha de l'écran tactique. Phase d'encerclement, périmètre extérieur complet verrouillé, ils n'ont plus d'endroit où se diriger. Le lieutenant vit que la grille de Saturne était activée. Le regard de l'archer ne quitta pas le centre. Creux. Engagez la suppression, dit-il. Loin sous le plan glacé des anneaux de Saturne, une structure silencieuse s'anima. Un ancien transmetteur de puits profonds, conçu conjointement par des scientifiques humains et Xenadlel des décennies auparavant. Son signal était invisible. Il n'était pas fort. Il était absolu. Une impulsion silencieuse et invisible jaillissait des anneaux. Pas une explosion, mais un veto. La gravité elle-même avait dit non, calibrée pour ancrer les noyaux de distorsion dans une fausse rétroaction négative. Tous les vaisseaux Ratari qui tentèrent d'amorcer leur moteur de saut ne trouvèrent que des perturbations statiques et un système inopérant. De retour sur l'Anshorva, le chaos s'installa. Les moteurs de repli tombèrent en panne. Les vecteurs ne se bloquèrent pas. La réponse des moteurs se dégrada. Zarek regarda sa flotte se fragmenter. Aucune cohésion. Aucune issue. Devant lui, des dizaines de cuirassés humains planaient dans un silence complet. Dans la salle de guerre, Edros murmura « Monsieur, ils sont figés. Toute leur flotte de commandement est immobile. » Archer hocha la tête. « Maintenez la formation. »
Pas de tir. Le colonel Trent plissa les yeux. Vous voulez qu'il le voie. Je veux qu'il s'en souvienne. Au commandement du corps Ratari, les dernières tentatives de coordination de la retraite s'effondrèrent. Le trafic audio tournait en boucle avec des erreurs. Les signaux de la chaîne de commandement tombaient dans des zones mortes récursives. Les systèmes automatisés se sont bloqués. L'un des officiers a hurlé dans un dialecte fragmenté, jetant son ardoise sur le pont. La voix d'Ulat Ven s'est brisée. Nous étions censés les écraser. Sorek ne bougea pas. Il regarda la carte. 10 000 vaisseaux de guerre, formés en silence, pointés, propulsés, encerclant chaque vaisseau Rathari sans même un éclair. Puis il se retourna. « Transmettez », ordonna-t-il. « Bande complète. Fréquence galactique ouverte. » L'officier des communications, les mains tremblantes, hocha la tête. Un message unique quitta l'Anshorva, diffusé selon le protocole Elidari. Nous exigeons les conditions formelles de reddition. De retour sur le Léviathan, le silence persista un instant, puis deux. Quelque part derrière le pont principal, dans les couloirs du personnel, un marine s'appuya contre le mur et laissa échapper un soupir. Le sergent Al Brenner de la force lunaire de 3e génération regarda l'homme à côté de lui, un vieil instructeur du théâtre de la dernière série. « 1000 ans », murmura Brenner, et ils se souvinrent enfin de qui nous étions. Rogers ne répondit pas immédiatement. Il regarda simplement les étoiles et dit « Elles se souviennent parce que nous les avons créées. » Sur les plateformes d'observation de la flotte, les opérateurs marquaient une pause, les pilotes se tenaient en formation, les ingénieurs se figeaient sur place, et parmi eux, dispersés sur les vaisseaux et les tours de contrôle, les Xenadlel observaient. L'un d'eux, Errol, se tenait aux côtés d'un officier des communications humains à bord de l'UNS Calus. Sa forme ne vacillait plus entre humain et indigène. Il se tenait tel qu'il était, grand, mince, semi-translucide, portant les cicatrices de son propre sacrifice. Il ferma les yeux lorsque le signal Rathari parvint. Ni en feu, ni en triomphe, mais en souvenir. À bord du Léviathan, Archer s'avança. La salle de guerre s'assombrit, la carte resta immobile, le cercle se referma. Archer ne parla pas, se détourna simplement, et la galaxie retint son souffle, comme si elle venait de se rappeler ce qu'étaient les humains et ce qu'ils pouvaient devenir s'ils étaient laissés trop longtemps dans l'obscurité. La transmission commença sans prévenir. À travers la galaxie connue, sur les plateformes civiles, les plateformes militaires, les routes commerciales et les colonies frontalières. Les écrans clignotèrent une fois, puis se stabilisèrent en une seule image. Le général Archer, seul en uniforme, le sceau de la terre derrière lui. Pas de drapeau, pas d'hymne, pas de tonalité d'ambiance. Juste le silence. Ses yeux étaient fixés sur l'objectif, impassible. Vous espionniez nos mouvements. Vous aviez oublié que nous les avions inventés. Pas de préambule, pas d'escalade. Il ne scia pas. L'image se dédoubla. À gauche, les épaves de vaisseaux Rathari flottaient en procession silencieuse, traînées dans les couloirs d'escorte par des patrouilleurs humains. Leurs armes désactivées, leurs moteurs froids. Ils n'opposèrent aucune résistance. Ils n'étaient pas prisonniers, juste des vestiges. À droite, des échafaudages orbitaux s'animèrent. Des ingénieurs humains et Xenodlel travaillaient côte à côte au sommet de la structure brisée de la plateforme relais 3 Delta au-dessus de Mars. Des étincelles jaillirent des torches. Les câbles se reconnectèrent. Les stabilisateurs furent réalignés par des techniciens Xenodlel quadrupèdes dont les formes ne se cachaient pas plus sous une apparence humaine. Ils se tenaient découverts, démasqués, présents dans un centre de communication sur Luna Prime. Des civils se rassemblèrent autour d'un écran transparent tandis que 2 silhouettes apparurent. Le major César Brennerd, Magellan et Errol, le même Xenodlel qui avait autrefois infiltré la Terre sous le nom de Jacob. Ils se tenaient au-dessus des fondations fracturées de la station Leonov, l'épave fusionnant avec l'horizon rouge et poussiéreux derrière eux.
Aucun des deux ne parla. Brenner tendit la main. Errol l'accepta. Pas de salut. Pas de traduction. Inutile. Une guerre s'est terminée. Une autre a commencé. L'écran est resté immobile, les doigts serrés, fermes, silencieux, jusqu'à ce que l'image s'éteigne. De retour sur le flux central, Archer n'avait pas bougé. Il continua, la voix basse, assurée. On nous a qualifiés de bien des manières. Primitif, instable, obsolète, mythe, menace. Il détourna le regard une demi-seconde, puis fixa à nouveau l'objectif. Et nous avons écouté. Pendant 1000 ans, nous avons écouté. Le flux changea à nouveau. Les images des secteurs humains défilaient lentement. Des plans intérieurs de salles de contrôle restaurées, des soldats soulevant des civils blessés dans des couloirs effondrés, des médecins zénodlels et humains travaillant côte à côte. Une scène montrait un groupe d'enfants conduits à travers les vestiges d'un bunker sur la crête du Pacifique, flanqué d'un grand officier humain en armure et d'un xénodlel dont les yeux brillaient d'or sous les lumières de secours. Les enfants n'avaient pas peur. Ils les regardaient tous les deux avec la même expression. Sécurité. La voix d'Archer résonna par-dessus l'imagerie. Nous n'avions pas oublié qui nous étions. Nous avions choisi le silence. Non la reddition. La patience. Non l'absence. L'écran s'élargissait pour montrer la flotte Ratari dérivant dans le couloir de Saturne, dispersée et inerte. Leurs vaisseaux n'étaient plus marqués par des dégâts de combat, mais par des étiquettes d'escorte, codées, enregistrées, traitées. Ordre parfait. Puis vint la séquence finale. Un drone caméra, piloté depuis le Léviathan, survola la flotte humaine, passant lentement sous des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de coques. Chaque vaisseau maintint sa position sans dériver. Aucune formation ne se brisa. Aucun pilote ne fit demi-tour. Ce n'était pas pour l'afficher. C'était une déclaration. Le drone a traversé le périmètre extérieur et s'est retrouvé dans la formation centrale jusqu'à atteindre la salle de guerre elle-même. Archer s'est avancé une dernière fois. C'est ta leçon d'histoire. Il a dit « La prochaine fois, ne la réécris pas, lis-la mieux ». Le montage final est arrivé sans transition. L'image d'Archer a disparu à sa place. Un message au standard galactique propre a été gravé sur chaque écran. Si vous voulez que quelque chose soit fait, faites-le vous-même. Le flux s'est terminé. Le silence a repris possession des étoiles. Pas le silence de l'absence, le silence du recalibrage. Sur Varnari Prime, les archivistes insectoïdes ont classé une nouvelle entrée dans la catégorie des événements historiques de premier ordre. Sur Solaris Vuit, les délégués de Sulvar ont annulé leur prochain sommet et ordonné une révision complète des hypothèses diplomatiques concernant la Terre. Sur Altari Trurk, les dignitaires à la peau d'os ont diffusé un message rare. Nous avons mal jugé, correction notée. Même sur le monde lointain de Valansar, où les Skriari n'avaient aucun respect pour les tactiques organiques, un membre plus âgé de la distribution fixait simplement le flux statique et disait qu'ils avaient construit cela dans le noir. De retour sur Terre, sous le ciel renforcé de Nouvelle-Genève, 2 enfants, l'un humain, l'autre non, traversèrent en courant un terrain d'entraînement restauré près des ruines de la vieille citadelle. L'enfant Zénadlel trébucha, rit et se releva. Personne ne les arrêta, et personne ne les observa avec suspicion. Au bord du champ, un vieux technicien était agenouillé près d'un panneau ouvert. À l'intérieur, à côté de l'ancien logo de la défense terrestre, se trouvait un nouveau symbole de surveillance, devenu une signature. « Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Ou dis-moi simplement bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Ah, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi.
Alors, avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez simplement sur la carte ici ou ici pour la playlist complète. À bientôt et